Pour ce dernier cours, j'ai choisi comme sujet « Peut-on penser sans préjugés ?» Il me semble que l'on pourrait partir de l'actualité très récente, à savoir les événements qui secouent, je dirais, la vie politique française et le monde médiatique, l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Depuis 4 jours, on ne parle plus que de ça, en France en tout cas, si vous écoutez les informations. Si je souhaite parler de cela au départ, c'est que ce sujet me semble un lieu particulièrement propice à l'expression de très nombreux préjugés. En effet, Dominique Strauss-Kahn est un homme très puissant. Il aurait agressé sexuellement une dame d'entretien d'origine africaine, habitant dans le Bronx, divorcée, mère d'un enfant. Et donc on voit très rapidement comment l'opinion publique a tendance à se polariser autour de ce sujet. Un homme d'un côté, puissant, une femme de l'autre, faible. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas seulement le monde politique français qui est bouleversé par cet événement. Il ne s'agit pas seulement de la course à la présidence, dans un an, c'est au mois de mai donc 2012, qui est en jeu. C'est essentiellement des éléments de type très archaïque qui relèvent de notre vie familiale inconsciente. Si on se projette dans l'un ou l'autre de ces personnages, c'est parce que cela renvoie à une situation très primitive, je dirais presque préhistorique, voire animale si on monte plus loin. Ce que Freud a déjà expliqué dans son livre Totem et Tabou, dans lequel il met en scène ce père archaïque, tout-puissant, monopolisant les femmes ou les femelles de son clan, à l'exclusion donc de la possibilité pour ses fils de pouvoir en jouir, en profiter. Et donc je crois que quand on suit cette affaire, pour l'instant, il apparaît très clairement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en jeu. C'est ce père tout-puissant que l'on attendait, ce guide pour la gauche, que l'on donnait même gagnant dans les sondages, puisque la semaine passée, il avait encore 52% des voix, face à Nicolas Sarkozy. Et donc c'est ce père tout-puissant qui s'arroge des droits qui sont de type animal. Et donc, on est dans une situation qui est antérieure à cette élaboration du contrat social que j'ai évoqué sans doute il y a 15 jours avec Rousseau, qui en 1762 publie cet ouvrage dans lequel il met sous la forme d'une fiction en scène l'organisation sociale à partir d'un pacte qui serait passé entre les gouvernés et les gouvernants pour remettre en cause cette relation de dominé-dominant qui existait auparavant et qui était cette société de type clanique féodal. Donc je crois que c'est de cela dont il est question pour l'instant. Quand on voit la question qui est écrite au tableau, il y a 2 présupposés qu'il faut mettre en évidence. Peut-on penser sans préjugés? Alors, premier présupposé, cela signifierait-il que l'on pourrait penser, que l'on pense habituellement d'office avec des préjugés?
Ça, c'est le premier présupposé. Ensuite, pourrait-on imaginer de ne pas penser sans préjugés? Donc c'est tout le problème de l'autonomie de la pensée qui est en jeu ici. Et je dirais que c'est même la fonction même de la philosophie que de nous aider à penser de manière autonome, sans préjugés. Dans le cas que j'évoquais il y a quelques minutes, il est très difficile de ne pas avoir de préjugés, c'est-à-dire de ne pas produire un jugement avant d'avoir tous les faits devant soi, parce que nous avons tous une petite idée, suivant que l'on soit de gauche ou de droite, que l'on soit un homme ou une femme, suivant que l'on soit pauvre ou riche. On a tous une petite idée, voire une grande idée qui nous taraude, indépendamment des aspects inconscients que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent être liés à notre histoire familiale, voire d'un point de vue phylogénétique, c'est-à-dire à l'histoire inconsciente de l'humanité, c'est-à-dire un phénomène de psychologie collective. Je voudrais vous lire d'abord un texte très célèbre de quelqu'un qui a révolutionné l'histoire de la pensée scientifique, à savoir Galilée. Galilée a publié en 1632 un texte en italien qui s'intitule « Dialogue sur les deux systèmes du monde ». Les deux systèmes du monde dont il est question dans cet ouvrage, c'est évidemment le système de Ptolémée, c'est-à-dire un système où la Terre est au centre de l'univers et où toutes les planètes, y compris le Soleil, tournent autour de la Terre, c'est-à-dire un système géocentrique, et d'autre part, un autre système qui est proposé au milieu du XVIe siècle, qui est le système de Copernic. Copernic, qui est ce chanoine polonais de Cracovie, qui meurt en 1542 et qui publie, plus exactement, un ouvrage dû à cet auteur, est publié un an après sa mort, c'est-à-dire en 1543. Cet ouvrage, j'ai déjà eu l'occasion de le citer dans un cours antérieur. C'est cet ouvrage qui s'intitule « Des révolutions des corps célestes », un ouvrage publié en latin. Et dans ce livre très très important, dû à ce mathématicien et physicien qui est Nicolas Copernic, c'est le Soleil et non plus la Terre qui est placé au centre de l'univers. C'est pour ça qu'on parle de révolution copernicienne. Vous imaginez, il y a un déplacement complet de la situation. L'être humain, naturellement, a toujours tendance à croire qu'il se trouve au centre de l'univers, qu'il est le sommet de la création, et il y a eu effectivement plusieurs révolutions de type copernicien, entre autres en 1543, la publication de l'ouvrage de Nicolas Copernic, et il y en a eu d'autres, 1637, le discours de la méthode de Descartes. Je vous ai déjà également cité l'ouvrage de 1656 ou 59, je ne sais plus, L'origine des espèces de Darwin, qui montre que finalement l'être humain n'est rien d'autre qu'un animal, et l'actualité récente semble confirmer la chose, s'il remonte à l'affaire que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi, c'est lui-même qui s'attribue cette découverte, Freud lui-même qui parle d'une troisième révolution copernicienne avec la découverte de l'inconscient. Autrement dit, l'être humain qui croyait être libre, et là c'est un sujet philosophique, en fait est déterminé par quelque chose qui se situe quelque part, effectivement, c'est-à-dire notre histoire que nous croyons libre
est en fait déterminée par une configuration psychique qui remonte à notre petite enfance. Voilà. Alors, je vais lire ce texte de Galilée. Galilée qui, en 1632, va pouvoir démontrer que les explications de type mathématique de Copernic sont bien vraies, car lui dispose d'un outil, d'un instrument dont ne disposait pas Copernic, c'est le fameux télescope. La lunette qui lui permet effectivement de vérifier la position des planètes dans le ciel, et lui, grâce à l'expérimentation, va prouver l'exactitude des calculs mathématiques de Copernic. Alors, si je vous lis ce texte, c'est bien entendu parce qu'il est en liaison directe avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. J'utilise en fait une traduction française complète, donc l'ouvrage est publié intégralement dans une traduction française, dans un ouvrage qui est sorti il y a 15 jours, si mes souvenirs sont bons, en librairie. C'est en fait une anthologie de la physique, et je la montre pour ceux qui font des études scientifiques ici, mais aussi pour les littéraires, parce qu'on y trouve des textes philosophiques depuis l'Antiquité, depuis Empédocle, Platon, jusqu'à Einstein et Schrödinger, mais c'est un ouvrage tout à fait lisible. C'est un ouvrage qui s'intitule donc La physique, les plus grands textes d'Empédocle, Einstein et Schrödinger, donc l'anthologie du savoir, publié par le Nouvel Observateur. Voilà. Donc vous le trouvez facilement en librairie, pour l'instant. Alors, je vous lis la préface, un passage de la préface donc, de Galilée. Si d'autres nations ont navigué plus que nous n'avons pas réfléchi moins qu'elles, et si nous continuons à affirmer la stabilité de la Terre, et nous nous contentons de voir dans le contraire une curiosité mathématique, cela ne vient pas de notre ignorance de la pensée des autres, cela vient, entre autres, des raisons que nous recommandent la piété, la religion, la connaissance de toute la puissance divine, écoutez bien, et la conscience de la faiblesse de l'esprit humain. Donc, alors, autre petit passage que je vous cite. Alors, avec deux hommes, et les deux hommes qu'il cite, en fait, ce sont les deux personnages qui mettent en scène et qui défendent chacun un système. L'un, le système de Ptolémée, de l'Antiquité, le géocentrisme, et l'autre défend le système de Copernic, l'héliocentrisme. Avec ces deux hommes, j'eus l'occasion de discuter de ces matières en présence d'un philosophe péripatéticien, c'est-à-dire aristotélicien, c'est ça que ça veut dire, hein. Péripatéticien, vous savez que ça a donné comme nom référence aux prostituées, hein, puisque péripatéticienne, ça veut dire celle qui se promène sous le trottoir, autour. Hein. Donc, en présence d'un philosophe péripatéticien, donc aristotélicien, chez qui le principal obstacle, retenez le nom, obstacle, à l'intelligence de la vérité, était précisément la renommée que lui avaient acquise ces interprétations d'Aristote. Les matières dont il est question ici, ce sont évidemment les lois de l'univers. Donc je crois que, à partir de ce texte, où il est question de la conscience de la faiblesse de l'esprit humain, où il est question d'obstacle à l'intelligence, qui est justement la renommée que lui avaient acquis ces interprétations d'Aristote, on est vraiment dans le domaine du rapport à l'autorité et du préjugé. Alors, pour commencer, il me semble intéressant de partir d'une définition de ce que c'est qu'un préjugé. Dans le mot préjugé, on a un préfixe qui est pré, et puis alors vous avez un jugé. Donc, un préjugé, c'est un jugement que l'on fait avant de connaître les faits. Littéralement, c'est ça. Préjugé. On juge avant. A priori. A priori.
on va voir ce que Voltaire, hein, vous connaissez tous bien entendu Voltaire, qui est ce philosophe. Quand on dit philosophe pour le XVIIIe siècle, il faut faire attention. C'est un philosophe, oui, mais c'est un philosophe qui fait de la vulgarisation. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'épistémologie, ce n'est pas l'équivalent de Descartes, de Hegel, de Hume ou de Kant, pas du tout. C'est quelqu'un qui fait de la vulgarisation. Hein. Eh bien, Voltaire a publié un dictionnaire philosophique en 1764. Je vous montre ici l'édition Garnier-Flammarion. J'ai l'habitude toujours de vous montrer des éditions qui sont maniables, qui ne coûtent pas cher, évidemment, en français ou en traduction française s'il s'agit d'un auteur étranger. Alors, je prends l'article « Préjugés », justement. Évidemment, c'est un dictionnaire où les rubriques sont classées dans l'ordre alphabétique. Voilà ce qu'il dit. Le préjugé est une opinion sans jugement. Sans jugement. Donc ça ne correspond peut-être pas tout à fait à ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Ainsi, dans toute la terre, on inspire aux enfants toutes les opinions qu'on veut avant qu'ils puissent juger. Avant qu'ils puissent juger. Alors, il distingue deux types de préjugés. Des préjugés nécessaires et des préjugés plutôt inquiétants. Il y a des préjugés universels nécessaires qui sont la vertu même. Donc, il y a des préjugés nécessaires. Donc, il considère que tous les préjugés ne sont pas obligatoirement néfastes et qui sont la vertu même. Par tout pays, on apprend aux enfants à reconnaître un Dieu rémunérateur et vengeur, à respecter, à aimer leur père et leur mère, à regarder le larcin comme un crime, le mensonge intéressé comme un vice, avant qu'ils puissent deviner ce que c'est qu'un vice et une vertu. Il y a donc de très bons préjugés. Donc vous-même, n'ayez pas de préjugés sur ce que c'est qu'un préjugé. Parce qu'a priori, on pourrait dire un préjugé, c'est quelque chose de négatif. Vous voyez que Voltaire dit justement le contraire. Ce sont ceux, donc les préjugés, que le jugement ratifie quand on raisonne. Ah, donc il y a des préjugés que l'on peut ratifier lorsqu'on raisonne. Autrement dit, lorsqu'on pense. Regardez la question. Peut-on penser sans préjugés? A priori, on pourrait supposer, justement, a priori, en préjugeant de la réponse, que les deux termes s'opposent. La pensée et le préjugé. Ici, il dit non. Alors, deuxième catégorie de préjugés. Mais, c'est par préjugé que vous respecterez un homme revêtu de certains habits, marchant gravement, parlant d'eux-mêmes. C'est ce que j'expliquais pour Dominique Strauss-Kahn tout à l'heure. Dites-moi comment vous vous êtes habillé, et je vous dirai qui vous êtes. D'où le proverbe qui va dans l'autre sens, en disant « l'habit ne fait pas le moine ». Donc ça, c'est le contrepoison, si vous voulez. On dit aussi « dis-moi ce que tu manges, et je te dirai qui tu es », ou quelque chose comme ça. Alors, mais c'est par préjugé que vous respecterez un homme revêtu de certains habits, marchant gravement, parlant d'eux-mêmes. Alors, un peu plus loin, il dit « vous prenez à 12 ans ces fables pour des vérités, vous les regardez à 20 ans comme des allégories ingénieuses. » Alors, examinons en peu de mots les différentes sortes de préjugés. Alors, il distingue par la suite deux sortes de préjugés. Ce qu'il appelle les préjugés des sens, donc ceux qui sont liés à la vue, à l'ouïe, au toucher, au goût. Et d'autre part, les préjugés de type intellectuel. Ce n'est pas le mot qu'il utilise, il parle de préjugés historiques et religieux. C'est ça qu'il veut dire. Donc il faut distinguer ce qui est de l'ordre des sens, et d'autre part, ce qui est lié, je dirais, à la pensée. Alors, parmi les préjugés des sens, il donne un exemple. Vous voyez le soleil d'environ 2 pieds de diamètre. Oui, vous regardez le ciel, vous dites, le soleil, il a l'équivalent de 2 pieds. Disons, ça veut dire 60 cm. En gros, je dis un chiffre approximatif. Il est démontré qu'il est 1 million de fois plus gros que la Terre. Autre préjugé, le soleil se lève.
La Lune aussi. La Terre est immobile. Ce sont là des préjugés physiques naturels. Remarquez que lorsque nous disons le Soleil se lève, dans la classe, nous considérons tous qu'il s'agit d'une métaphore que nous empruntons en fait à nos ancêtres. Parce que nous savons très bien que le Soleil ne se lève pas, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On est bien d'accord là-dessus. Mais quelque part, vous êtes dans un phénomène vous-même de croyance, parce que vous vous référez à une autorité sans avoir pu vous-même expérimenter. Donc quand vous dites, ben oui, oh, c'est de la bêtise de croire que c'est le Soleil qui se lève, ben oui, mais qu'est-ce qui vous prouve à vous? Donc en fait, vous vous soumettez à une autorité scientifique, mais vous êtes vous-même dans un phénomène de croyance, vous êtes bien d'accord? Au lieu de vous référer à la Bible comme on le faisait avant, maintenant vous vous référez, je ne sais pas moi, à d'autres auteurs, Galilée, Copernic, Newton, enfin tous les gens que vous voulez. Mais ils ont la fonction qu'avait la Bible jadis. Vous-même, vous êtes dans un phénomène de croyance. Alors, du côté des préjugés historiques et des préjugés religieux, c'est par exemple, il évoque, par exemple, la légende de la naissance de Rome, Romulus et Rémus, qui sont élevés par une louve, etc., etc. Voilà. Maintenant, on va commencer le raisonnement lui-même, le raisonnement philosophique. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé de poser le problème. J'ai essayé de relever les deux présupposés antérieurs à l'analyse du problème. J'ai essayé déjà de tracer une voie dans laquelle je vais m'engager, qui est celle de la nécessité de l'autonomie de la pensée. Ensuite, j'ai essayé, à partir de Voltaire, de voir ce qui, dans le sens commun, relève du préjugé. Le terme pensée, je n'ai pas encore traité en tant que tel, j'y reviendrai plus tard. Alors, on va aborder, donc, comme je l'ai fait la semaine dernière, le développement en 3 parties. Alors, on commence par la question. Penser, je vais reprendre, je vais ici, penser avec des préjugés. Alors, la réponse, ce sera évidemment oui, nous pensons avec des préjugés. Donc la réponse à cette première réponse est évidemment oui. Et je vais développer maintenant en utilisant un certain nombre d'auteurs pour justifier cet élément, cette réponse positive. En effet, nous sommes tous pétris de préjugés. C'est ce qui vient spontanément à l'esprit lorsque l'on aborde ce problème. Alors, parmi ces préjugés, quels sont-ils? Il y a tout d'abord des préjugés que l'on appellerait en psychologie des préjugés presque innés. Des préjugés innés. Ce que Spinoza, cet auteur du XVIIe siècle que j'ai évoqué déjà à plusieurs reprises, appelle aussi des préjugés natifs. Donc, je vais vous lire un passage de l'Éthique de Spinoza qui date de 1677. Alors, je le tire de son appendice. Oui, je montre d'abord l'ouvrage. Donc, voilà, donc de nouveau j'utilise l'édition Garnier-Flammarion et le tome 3 des œuvres de Spinoza est consacré exclusivement à l'éthique. Donc 1677.
Alors, je prends l'appendice. Et je prends ici la page 61-62, et puis je me servirai des pages 66-67. Tous les préjugés que j'entreprends de signaler dépendent d'un seul, consistant en ce que les hommes supposent communément que toutes les choses de la nature agissent comme eux-mêmes en vue d'une fin. Ils disent en effet que Dieu a tout fait en vue de l'homme. N'oubliez pas qu'il écrit au XVIIe siècle. Hein. Donc la première chose à noter, pour vous, c'est qu'il essaye de déconstruire le préjugé finaliste. Autrement dit, que dans la nature, tout aurait été fait pour un type d'individu, une espèce, en l'occurrence l'espèce humaine. Vous vous souvenez, ça rejoint un petit peu la position qui était celle des physiciens, des savants, avant la découverte de Copernic. Puisque jusqu'alors, c'était la Terre qui était au centre de l'univers, et non pas le Soleil. Donc tout était centré sur l'être humain. Même chose pour Darwin. Au milieu du XIXe siècle jusqu'à cette époque-là, eh bien on pensait que l'être humain était le sommet de la création divine et que par conséquent, Dieu avait créé toute une série d'êtres, vivants ou pas, qu'ils appartiennent au règne, avant le règne minéral, végétal et animal, en vue de la possibilité pour l'être humain de se développer dans le monde. Autre passage, toujours de Spinoza. Il suffira de poser en principe ce que tous doivent reconnaître. Écoutez bien, que tous les hommes naissent sans aucune connaissance des causes des choses et que tous ont un appétit de rechercher ce qui leur est utile et qu'ils en ont conscience. De là suit, premièrement, que les hommes se figurent être libres. C'est intéressant cette idée. Vous vous souvenez ce que je vous disais à propos de Freud tout à l'heure? Donc nous croyons être libres alors qu'en fait nous sommes conditionnés par toute une série de déterminations. Donc que les hommes se figurent être libres parce qu'ils ont conscience de leur volition. Volition, ça veut dire de leur volonté. Et de leur appétit, c'est-à-dire de leur instinct, si vous voulez, et ne pensent pas, même en rêve, aux causes par lesquelles ils sont disposés à appéter, ça veut dire appéter, c'est le sentiment de vouloir quelque chose par instinct, et d'appéter et à vouloir, n'en ayant aucune connaissance. Il suit, deuxièmement, que les hommes agissent toujours en vue d'une fin, savoir l'utile qu'ils appètent. D'où résulte qu'ils s'efforcent toujours uniquement à connaître les causes finales des choses accomplies et se tiennent en repos quand ils en sont informés, n'ayant plus aucune raison d'inquiétude. Alors, ailleurs, un petit peu plus loin, toujours dans cet appendice, il dit « La nature n'a aucune fin à elle prescrite, et toutes les causes finales ne sont rien que des fictions des hommes. » Ah, c'est important ça. Hein? Vous voyez, je vous ai déjà dit que c'est un hérétique, Spinoza, dans un autre cours. Il est lui-même mis au banc de sa propre communauté, la communauté juive. Souvenez-vous, il va développer un système que l'on a appelé panthéiste, car pour lui, Dieu et la nature, c'est la même chose. C'est peut-être une manière de dire, ben, la perfection est partout, mais il n'y a en tout cas pas d'être suprême, il n'y a pas d'être personnel qui nous dirige. Il n'y a donc pas de fin absolue dirigée par quelqu'un. Il dit, la nature n'a aucune fin prescrite à elle, et toutes les causes finales ne sont que des fictions des hommes. Donc quand nous imaginons que, par exemple, je ne dis pas que c'est la pensée de Spinoza, mais on pourrait aller dans le même sens. Par exemple, nous, quand on nous dit, à l'église ou à la synagogue,
faites le bien, parce que sinon vous allez aller en enfer, par exemple, eh bien, c'est supposer que nos actions sont liées à une fin, à un but. À partir du moment où il n'y a plus de fin, qu'est-ce qui va, sur quelle base va reposer la morale, l'éthique, justement? Si on est dans un système athée, qu'est-ce qui va faire qu'on va faire le bien? C'est une vraie question. C'est une question qui concerne tout l'ordre social. Sur quoi va reposer l'ordre social? Et alors, dernier passage, je crois... Non, je vous ai dit l'essentiel pour Spinoza. Alors, maintenant, on va passer à un deuxième point. À côté des préjugés innés, il y a des préjugés qui sont liés à notre éducation. Et là, il y a évidemment un personnage essentiel, c'est évidemment Descartes, que nous avons déjà rencontré à de nombreuses reprises. Alors, Descartes, qui est antérieur d'une génération par rapport à Spinoza, Descartes a écrit son célèbre discours de la méthode qui date de 1637. Que dit Descartes dans la seconde partie de son discours de la méthode? Et ainsi encore, je pensais que, pour ce que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, et qu'il nous a fallu longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, notez bien, par nos appétits, c'est-à-dire ce que l'on veut instinctivement, je dirais, et nos précepteurs, c'est-à-dire nos professeurs, qui étaient souvent contraires les uns aux autres, et qui, ni les uns ni les autres, ne nous conseillaient peut-être pas toujours le meilleur. Il est presque impossible que nos jugements, voyez le titre, soient si purs ni si solides qu'ils auraient été, si nous avions eu l'usage entier de notre raison, donc toujours le primat de la raison chez Descartes, d'où l'expression, être un rationaliste, on dit qu'on est cartésien, ça vient de là. Donc je relis, qu'ils auraient été, soit si purs et si solides qu'ils auraient été, si nous avions eu l'usage entier de notre raison, dès le point de notre naissance, et que nous n'eussions jamais été conduits que par elle. Alors ça renvoie à quoi ceci? C'est ce qu'en langage de psychologie moderne, on appelle les préjugés acquis. Il y a les préjugés innés, et d'autre part, les préjugés acquis. Alors, maintenant, il y a enfin les préjugés qui sont liés à nos inclinations, autrement dit à notre caractère. Et là, je vais me référer à un texte que je vous ai déjà d'ailleurs lu lorsque nous avons étudié ensemble la pensée kantienne. Ce texte, je vous le remontre dans l'édition que j'utilise ici, c'est « Qu'est-ce que les Lumières » en Garnier-Flammarion. C'est un texte qui date de 1784, donc 5 ans avant la Révolution française. Et je vous avais expliqué à l'époque que la notion de lumière, en allemand, ça se dit « Aufklärung ». Alors, dans ce texte célèbre, je vais vous lire un passage qui me semble important. Paresse et lâcheté sont les causes qui font qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les eut affranchis depuis longtemps d'une conduite étrangère, restent cependant volontiers toute leur vie dans un état de tutelle, et qui font qu'il est si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur. Donc, vous voyez,
ici, les inclinations naturelles, j'aurais pu indiquer préjugés liés à nos liés ici, hein, préciser donc naturelles. Et celles qui sont mentionnées par Descartes, c'est donc la lâcheté. Et il y a un autre mot. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre encore? Là? La paresse, voilà. Donc, il est si facile de se laisser aller et de suivre le courant dominant, de regarder la télévision et de croire tout ce qu'on vous dit sans avoir d'esprit critique, sans se poser de questions. Dire, un jour on vous dit Strauss-Kahn, ben, tout la carte, vous dites, ben oui, on dit que. Le lendemain, on vous dit le contraire. Ah non! Et alors, on est emporté sur les flots comme ça, vous voyez, un petit peu comme le radeau de la Méduse, et finalement, on échoue. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de la démonstration. 2. Il s'agira de savoir si l'on peut penser sans préjugés. La question est de savoir si c'est oui ou si c'est non. Maintenant, on peut vraiment se poser la question de ce que c'est que la pensée. Qu'est-ce que c'est que penser? Alors, plusieurs définitions peuvent être données. On peut s'en tenir à une définition très large, la pensée n'étant rien d'autre qu'un ensemble d'activités d'ordre intellectuel. Ça peut mettre tout le monde d'accord. Si on prend cette définition-là, penser, la pensée n'est rien d'autre qu'un ensemble d'activités d'ordre intellectuel. Alors dans ce cas-là, on peut imaginer que l'on puisse penser sans préjugés. Toutefois, il y a des auteurs qui ne peuvent pas accepter cela et qui estiment que quand on a une activité même purement intellectuelle, apparemment purement rationnelle, vous mettez rationnelle, eh bien là encore, on vit dans les préjugés et on transmet des préjugés. C'est le cas de Nietzsche. En 1886, il y a un Z quelque part, hein, Nietzsche. Oui, c'est après le texte. C'est évident quand on écrit au tableau. On n'a pas la même perception des choses. Hein. Donc, Nietzsche écrit ceci. Donc, je vous montre d'abord l'ouvrage. Donc, Par-delà le bien et le mal, dans la collection 10-18. Et vous avez, par la même occasion, donc, une photo, parce qu'à l'époque, la photo existait déjà, de Friedrich Nietzsche. Alors, je renvoie ici aux pages 26-27. Il écrit ceci. Ce qui nous pousse à n'accorder aux philosophes dans leur ensemble qu'un regard où se mêle méfiance et raillerie, ce n'est pas tant de découvrir à tout bout de champ combien ils sont innocents, combien de fois et avec quelle facilité ils se trompent et s'égarent, bref, quelle puérilité est la leur, quel enfantillage. C'est de voir avec quel manque de sincérité ils élèvent un concert unanime de vertueuses et bruyantes protestations, dès que l'on touche, même de loin, au problème de leur sincérité. Ils font tous comme s'ils avaient découvert et conquis leurs opinions propres par l'exercice spontané d'une dialectique pure, froide et divinement impassible, à la différence des mystiques de toute classe qui, plus honnêtes et plus balourds, parlent de leur inspiration.
Alors, et là, c'est ça la phrase la plus importante, alors que le plus souvent c'est une affirmation arbitraire, une lubie, une intuition est plus souvent encore un vœu très cher, mais quintessentiel, soigneusement passé au tamis, qui défendent pour des raisons inventées après coup, donc a posteriori. Alors encore une phrase importante, tous sont, quoi qu'ils en aient, les avocats et souvent même les astucieux défenseurs de leurs préjugés, baptisés par eux vérité. Voyez, donc même les philosophes qui sont, je dirais, le sommet, on pourrait imaginer, de la rationalité, eh bien même eux ont des préjugés. Ils ne font qu'habiller leurs propres préjugés sous des habits scientifiques, objectifs, qui laissent penser qu'il s'agirait de vérité, alors qu'en fait ce sont leurs propres préjugés. Ils sont très loin de cet héroïsme de la conscience. Ah, c'est intéressant, ça, l'héroïsme de la conscience. On reviendra sur cette notion plus tard, l'héroïsme de la conscience. Quand on parlera de le caractère indispensable de l'autonomie de la pensée. Ça nécessite un effort, et souvent, je dirais, c'est un combat où soit on est lâche, soit on doit avoir un comportement héroïque pour sortir justement de la masse de préjugés dans laquelle nous nageons. Ils sont très loin de cet héroïsme de la conscience qui s'avoue à elle-même son mensonge, très loin de ce bon goût qui commande au courage de le laisser entendre, soit pour mettre en garde l'ennemi ou pour avertir un ami, soit par exubérance, soit pour se moquer de soi. Donc, l'idée clé que vous devez retenir ici, c'est donc, vous pouvez même citer le morceau de phrase que je cite ici, donc, les philosophes sont tous les avocats et souvent même les astucieux défenseurs de leurs préjugés baptisés par eux vérité au pluriel et entre guillemets. Voilà. Donc, pour Nietzsche, il n'est pas possible pour lui de penser sans préjugés. On pense toujours avec des préjugés. Donc sa nuance, la réponse positive que j'allais mettre ici, c'est oui, mais pour certains philosophes. Voilà, donc ce sera oui, mais. Alors, comment sortir alors de cette difficulté? Il y a encore une autre préposition qu'on pourrait ajouter. On peut penser avec des préjugés, on peut penser, prendre l'hypothèse où on pense sans préjugés. Maintenant, on peut imaginer également la situation où on pense contre les préjugés. Voilà, parce qu'on pense d'abord en fonction, en pour ou en contre par rapport à la question posée. Maintenant, on peut prendre le problème autrement, contre. Penser contre les préjugés. Alors, penser contre les préjugés. Comment faire? Eh bien, il y a un auteur que j'ai déjà cité tout à l'heure qui nous donne une voie que l'on peut suivre. C'est celle du doute méthodique, de la méthode. C'est évidemment René Descartes. Donc, premier moyen de sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons, c'est donc de pratiquer la méthode, d'avoir une méthode pour penser contre les préjugés. Alors, je vais reprendre le discours de la méthode de 1637, mais je vais également reprendre un livre que j'ai utilisé il y a 15 jours et qui sont les méditations philosophiques.
qui elle date de 1641. Alors, je commence tout d'abord avec le discours de la méthode que je remonte à la caméra parce que je crois que je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Voilà. Donc, en livre de poche. Cette fois-ci, je vous renvoie aux pages 36-37 de la seconde partie. Au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus, moi René Descartes, que j'aurais assez des 4 suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas une seule fois les observer. Je ne vais pas vous relire les 4 préceptes, parce que je l'ai déjà fait dans un cours sur le rationalisme au XVIIe siècle, mais je vais quand même reprendre le premier. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle. Et alors là, vous allez, je vais même le dicter pour que ce soit tout à fait sûr, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention et le reste, ce n'est pas nécessaire de noter, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Donc, vous savez que c'est la base de toute la méthode cartésienne. Hein. On commence, on doute de tout, et puis on fait table rase, et une fois qu'on a fait table rase, on va pouvoir reconstruire un système métaphysique qui permet de repenser l'univers véritablement, mais en ayant fait fi de tous les préjugés. Donc vous avez noté la notion sans précipitation et sans prévention. La prévention, c'est un synonyme du préjugé. Donc ne pas avoir de prévention, c'est-à-dire ne pas avoir de préjugés, c'est-à-dire ne pas continuer à penser comme on pensait avant, c'est-à-dire à partir de ce qu'on apprend à l'école, par exemple, ou à partir de tous vos, comment dirais-je, de tous vos préjugés innés, enfin tous ceux que j'ai indiqués au tableau, ou vos préjugés liés à vos inclinations, et de se dire, voilà, maintenant je remets tous les bouliers à zéro, et je vais reconstruire je dirais presque reconstruire l'univers, c'est-à-dire la représentation de l'univers sur des bases tout à fait nouvelles après avoir fait table rase. On retrouve également, alors je montre l'ouvrage à la caméra, j'ai déjà montré il y a 15 jours, ce sont donc les méditations métaphysiques de Descartes. Métaphysique en latin c'est de prima philosophia, hein, c'est-à-dire de la première philosophie. La première philosophie en fait c'est la métaphysique. Cet ouvrage apparu chez Vrin, je vous ai déjà expliqué il y a 15 jours qu'il s'agit d'un ouvrage bilingue, la traduction ayant été faite par le duc de Luynes. Alors, je vais prendre la première méditation et le tout premier paragraphe. Je vous le lis bien sûr en français, et puis les quelques mots importants en latin aussi. Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain. De façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement, une fois en ma vie, de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance c'est la croyance, et commencer tout de nouveau, dès les fondements, donc, fait table rase, on commence à zéro, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Sinon, on tombe dans le scepticisme absolu. Alors, pour ceux qui ont fait du latin, uniquement la dernière phrase, donc, ac proinde funditus, omnia semel in vita esse evertenda, atque, a primis fundamentis, de nuo
inquandum, siquit aliquando, firmum et mansurum cupiam in scientis stabilari. Alors, mansurum, hein, vous voyez, c'est ce qui est traduit par constant. Pour ceux qui ont fait du latin, ils savent que mansurum, c'est donc le participe futur de manere, c'est-à-dire rester. Alors on met le futur pour bien montrer que ça doit durer, être constant, manere, ça doit rester. Manere, c'est de ce mot-là que vient le mot manant, par exemple, hein, les paysans qui devaient rester toujours au même endroit, hein, au Moyen-Âge. Alors, on va maintenant à côté de la méthode. Il y a encore. Maintenant, on va pas s'interroger sur le problème. Une fois qu'on a la méthode, il va falloir essayer de trouver maintenant un moyen qui permette de résoudre le combat contre les préjugés. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autonomie de la pensée. Hein? Alors, je vais prendre trois auteurs. Je vais d'abord prendre Spinoza, ensuite je vais reprendre Kant, son fameux texte sur qu'est-ce que les Lumières, et enfin je vais prendre un texte de Platon. Je commence donc par un texte de Spinoza. Alors cette fois-ci, je ne prends plus l'éthique, je prends son traité théologico-politique qui date de 1670. C'est donc le tome 2 de ses œuvres en Garnier-Flammarion. C'est dans ce traité théologico-politique que Spinoza fait œuvre, je dirais vraiment d'hérétique, puisqu'il va jusqu'à remettre en cause l'origine mosaïque du Pentateuque. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il conteste, il dit que c'est pas possible, et il le démontre du point de vue de la critique historique, il dit que c'est pas possible que Moïse, au XIIIe et XIIe siècle avant Jésus-Christ, ait pu écrire les 5 premiers livres de la Torah, hein, donc vous savez, la Genèse, l'Exode, qu'est-ce qu'il y a encore, le Lévitique, les Nombres, et un dernier que j'ai pris en tête pour l'instant, tu l'as? Ah non. Non, ça c'est pas dans le Pentateuque. Donc le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Ça va? Alors, ça doit être l'Ecclésiaste peut-être. Alors, je lis ici sa préface. Page 19. Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. Mais souvent réduits à une extrémité telle qu'ils ne savent plus que résoudre et condamner par leur désir sans mesure des biens incertains de fortune à flotter presque sans répit entre l'espérance et la crainte, ils ont très naturellement l'âme encline à la plus extrême crédulité. Donc, ici, vous notez que ce qui fait que les gens ont des préjugés, c'est qu'ils sont mus par 2 sentiments. Le premier sentiment, c'est l'espérance, et le deuxième sentiment, c'est la crainte. Ben, remarquez que les hommes politiques jouent à merveille, évidemment, sur ces 2 sentiments qu'ont les êtres humains. Lorsqu'un homme politique vous présente son programme, il va vous dire, ben, si je suis élu, eh bien, vous aurez des avantages sociaux, la croissance économique va reprendre, vous aurez de l'emploi, on va créer des crèches. Et la crainte, c'est quoi? Ben, les hommes politiques en jouent aussi. Si vous ne faites pas cela, si vous ne m'élisez pas, ben là, au contraire, hein, vous allez souffrir, etc. Et vous savez qu'un pouvoir, quel qu'il soit, fonctionne toujours sur, d'une part,
espérez, même le pouvoir religieux, je dirais, hein, si vous faites le bien dans votre vie, vous irez au paradis. Si vous faites le mal, craignez l'enfer. Autre passage. Personne, en effet, n'a vécu parmi les hommes sans avoir observé qu'aux jours de prospérité, presque tous, si grande que soit leur inexpérience, sont pleins de sagesse. À ce point qu'on leur fait injure en se permettant de leur donner un conseil. Que dans l'adversité, par contre, ils ne savent plus où se tourner, demandent en suppliant conseil à tous et sont prêts à suivre tout avis qu'on leur donnera, quel qu'inepte, absurde et inefficace qu'il puisse être. Donc, vous notez ceci, donc, l'être humain, finalement, c'est ce radeau qui est sur l'océan, qui est ballotté par les vagues. Alors, quand tout va bien, on est sage, et quand tout va mal, on s'agrippe à n'importe quel démagogue qui vous promet monts et merveilles. Vous savez que la plupart des dictateurs arrivent souvent démocratiquement au pouvoir. Hein? Hitler a eu 34% des voix en 1933. Donc il y a quand même un tiers des Allemands qui ont voté pour lui. Ce n'est pas le coup d'État de 1923 à Munich, où là, bon, ça l'a conduit en prison. Alors, depuis le début, je vous ai dit que Kant est un auteur fondamental pour démêler le problème que j'ai posé tout à l'heure, peut-on penser sans préjugés? Je vous ai montré tout à l'heure une autre édition de Qu'est-ce que les Lumières? Mais pour l'instant, je vais utiliser celle-ci, c'était plus facile pour moi dans l'utilisation de mes livres. Vous pouvez également trouver le texte de Qu'est-ce que les Lumières à la fin de Critique de la faculté de juger. Alors là, c'est en folio. Retrouvons Kant. Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute, quand elle résulte non pas d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Sapere aude, et le courage de te servir de ton propre entendement. Sapere, c'est le verbe savoir, si vous voulez, et aude, c'est l'impératif présent du verbe audere, qui veut dire oser. Voilà la devise des Lumières. La paresse et la lâcheté, je reprends le texte de tout à l'heure, sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, alors que la nature les a franchis depuis longtemps de toute direction étrangère, restent cependant volontiers leur figurant mineur, et qu'il soit si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur, il est si commode d'être mineur. Autrement dit, hein, de jouer à l'enfant, parce que l'enfant, il est pris en charge par ses parents sont censés tout savoir. C'est un petit peu la position des citoyens hein, qui, tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 6 ans vont voter, s'en remettent aux hommes politiques, ils ne s'occupent plus de rien, ils se déchargent. Hein, ils ont été, c'est un petit peu comme des consommateurs qui vont faire leurs achats dans une grande surface, et puis après, on ne s'occupe plus de rien. Voilà. On considère que les hommes politiques ont une profession, et vous-même, vous ne contrôlez pas, vous ne cherchez pas à vous opposer. Voilà, vous avez fait votre devoir, entre guillemets, ça vous a pris 5 minutes. Eh bien, Kant, il s'oppose à cette situation. Il dit non, continuez à penser, osez savoir. Autrement dit, ce qu'il défend, c'est l'autonomie de la pensée. Il refuse que les êtres humains soient pour l'éternité des moutons hein, qui suivent leur berger, leur pasteur, le bon pasteur. Autrement dit, son projet est un projet humaniste. Il vise l'émancipation de l'humanité. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on parle de l'époque des Lumières.
parce que c'est la lumière de la raison qui éclaire les individus dans l'obscurité dans laquelle on les a plongés. Et donc, quand on parle de cléricalisme ou d'anticléricalisme, ce n'est pas spécialement par rapport aux prêtres, bien entendu. C'est par rapport à tous ceux qui cherchent à vous maintenir dans l'ignorance, éventuellement des journalistes, des hommes politiques, ce sont aussi des clercs. Parce qu'ils y ont intérêt. Donc, c'est à chacun de faire une révolution sur lui-même pour essayer de sortir de l'esclavage. Vous savez que sortir de l'esclavage, c'est exactement la traduction du mot émanciper. Émanciper, en latin, ça vient de ex, hors de. Émanciper, ça vient de mancipium, qui veut dire l'esclave. Donc s'émanciper, c'est sortir de l'esclavage. Mais d'abord sortir de son esclavage à soi, parce que c'est toujours facile de dire, ah oui, on est en train de manipuler les foules. Ah oui, mais quel effort faites-vous pour sortir de la manipulation? Sinon c'est facile de dire, ah oui, les hommes politiques nous manipulent. Ah oui, quelque part, c'est que ça vous arrange peut-être d'être manipulé aussi. Vous comprenez? On est à deux dans ce jeu. Sinon c'est trop facile de dire, ah oui, c'est les hommes politiques, ou ce sont les médias qui nous racontent n'importe quoi. Mais vous faites un effort critique pour essayer de dégager votre opinion sur base d'informations solides et nombreuses que vous comparez. Alors, je prends encore un texte de Platon. Alors Platon, vous savez bien sûr, c'est l'élève de Socrate. J'ai pu vous en parler il y a 2 mois au moins, il y a 2 ou 3 mois. Socrate n'a pas laissé d'écrit. Son enseignement était purement oral. Socrate a été condamné, pour crime d'impiété, à boire la ciguë, qui est un poison. Et Socrate avait le choix. Il aurait pu, finalement, refuser de boire la ciguë, mais non. Il a décidé dans le cadre d'une démonstration par l'absurde, si je puis dire, de boire la ciguë, et considérant que, en buvant la ciguë et en suivant une loi, fût-elle injuste, eh bien, de cette manière-là, il resterait à la postérité par l'exemple qu'il aurait donné. Alors, le passage que je vous propose de lire, eh bien, c'est l'apologie de Socrate par son élève Platon. Donc, je montre à la caméra. Dans ce livre-ci, vous avez également d'autres dialogues de Platon. Vous avez le Criton et Phédon, il n'est pas du tout question ici. Vous avez 3 dialogues. Et dans l'apologie de Socrate, Platon fait évidemment, comme le nom l'indique, l'apologie, c'est-à-dire il montre quels ont été les derniers moments de son maître, le philosophe Socrate, et il cherche à montrer quel enseignement on doit en tirer. Alors, je me sers ici, alors ce texte date, Socrate est mort au tournant du 5e et du 4e siècle, il me semble que c'est en 399 si mes souvenirs sont bons, et Platon, une dizaine d'années plus tard, entre 390 et 385, écrit donc l'Apologie. Quelqu'un vous dira peut-être, mais alors Socrate, quelle affaire est-ce donc que la tienne? D'où sont venues ces calomnies répandues contre toi? Tu prétends que tu ne fais rien de plus extraordinaire que les autres. Mais tu ne serais, notez-le, mais tu ne serais sûrement pas l'objet de tant de bruit et de racontars si tu ne faisais pas autre chose que les autres. Quand je répète, tu ne serais sûrement pas l'objet de tant de bruit et de racontars si tu ne faisais pas autre chose que les autres. Dis-nous donc ce qui en est, afin que nous ne jugions pas à la légère. Donc dans un premier temps, il pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je reviens à Strauss-Kahn. Et puis, mais dis-nous ce qu'il en est, afin que nous ne te jugions pas à la légère. C'est un petit peu que devrait penser le jury populaire dans le cadre d'un procès. Fin de citation. Cette objection me paraît juste, et je vais essayer de vous expliquer d'où me sont venues cette notoriété et ces calomnies. Donc c'est Socrate
qui est accusé de tas de choses. Et en fait, il est accusé de quoi? Officiellement, on l'a accusé d'impiété. C'est-à-dire, on l'a accusé de tenir devant ses élèves, ses disciples, un discours anti-civique. Ben oui, parce que les autorités, ils ont souhaité avoir un discours qui ne remette pas en cause le système politique et le système social, bien entendu. Et Socrate, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne cherche pas, lui, directement à mettre en cause le système politique et social. C'est pas un homme politique, mais on est tous politiques, on a tous un discours politique, on le veuille ou non. Lui, il cherchait à ce que ses interlocuteurs trouvent en eux-mêmes une vérité dont ils ignoraient l'existence. Sa méthode s'appelle la maïeutique, c'est-à-dire l'accouchement. C'était perturbant hein, pour les autorités de se dire, oui, mais il y a des tas de gens qui se rassemblent de plus en plus souvent autour de ce bonhomme. Et on l'écoute. Et pourquoi il est dangereux? Mais parce que, justement, il cherche à ce que ses disciples soient autonomes au niveau de leur pensée. Vous voyez, je reste dans la même rubrique. Et en devenant autonome, eh bien, tous ces jeunes, un jour, ben, ils risquent de remettre en cause l'ordre politique et social. Vous comprenez? Et c'est pour ça que les autorités d'Athènes, hein, au tournant du 5e et du 4e siècle, l'ont condamné à boire la ciguë sous prétexte d'impiété, parce qu'ils remettaient en cause, soi-disant, l'existence des dieux. Alors que ça faisait partie simplement pour lui d'une méthode cathartique. Hein, la catharsis, vous savez ce que c'est? C'est cette manière de faire sortir de soi-même quelque chose que l'on a en soi. Et alors, autre passage que je vous lis aussi, il me parut, donc à moi, Socrate, en effet, causant avec un homme, que cet homme semblait sage à beaucoup d'autres, et surtout à lui-même, mais qui ne l'était point. Écoutez la phrase ici. J'essayais alors de lui montrer qu'il n'avait pas la sagesse qu'il croyait avoir. Vous imaginez, c'est un homme d'État. Quand vous dites un homme d'État, ben mon vieux, hein, tu crois être un grand homme, hein, tu crois tout savoir, tu crois être sage, mais tu te mets hein, le doigt dans l'œil. C'est bien que les hommes politiques, ils sont entourés de courtisans, ils n'aiment pas entendre ce type de discours, de propos. Ils n'aiment pas ça, c'est logique. Hein? Par là, je me fis des ennemis de lui et de plusieurs des assistants, tout en allant, je me disais en moi-même, je suis plus sage que cet homme-là. Il se peut qu'aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon, mais lui croit savoir quelque chose, alors qu'il ne sait rien. Tandis que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. Ça, c'est la vraie sagesse. Celui qui sait, qui ne sait pas. Vous savez, on rencontre souvent des tas de gens qui prétendent tout savoir, qui ne savent rien. Hein, vous êtes en face de lui en disant, mais va-t-il me bassiner encore les oreilles longtemps, alors que manifestement c'est un crétin parfait. Hein, il n'y a rien de pire que de ne pas savoir qu'on est un crétin, évidemment. Hein. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. Après celui-là, j'en ai trouvé un autre, un de ceux qui passaient pour être plus sage encore que le premier. Et mon impression fut la même. Et ici encore, je me fis des ennemis de lui et de beaucoup d'autres. La morale de l'histoire ici, ben, c'est que si vous voulez avoir des amis, vous devez leur plaire, c'est-à-dire leur tenir un langage, un discours qu'ils aient envie d'entendre. Si maintenant, ce qui est le rôle du philosophe, ben, vous leur dites des vérités qui leur déplaisent, il ne faut pas vous étonner hein, de vous faire des tas d'ennemis et de vous retrouver un jour devant un tribunal. Parce qu'évidemment, vous aurez rassemblé tellement, il y aura tellement de gens à qui vous aurez dit leurs quatre vérités, évidemment, ils vont se venger à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était lundi soir, on repassait un... Oui, c'était mardi soir, lundi soir. On repassait un vieux film qui a près de 40 ans avec Catherine Allégret et d'autre part Roger Hanin, hein, qui s'appelait Au bon cœur. Voilà, c'était sur France 5 le soir. Et c'est en fait l'histoire d'opportunistes pendant la Deuxième Guerre mondiale qui profitent de l'occupation pour s'enrichir et qui évidemment, lorsque c'est la libération, évidemment ils changent complètement de casaque, ils retournent leur veste. Hein, ils sont les premiers, évidemment, à mettre un drapeau français dans la rue quand les Américains ou les Français arrivent. Alors, pendant la guerre, évidemment, ça a été
des petits collabos, si vous voulez, enfin des opportunistes. Ils ont profité de la guerre pour s'engraisser. Et à un moment donné, il y a l'épicier au bon beurre de cette épicerie qui il est devenu très riche pendant la guerre et il va trouver son gendre qui est devenu député. Et il est devenu député simplement parce que... Enfin, il est député et il a épousé la fille du crémier. Ce sont des crémiers, pas des épiciers. Hein, tout simplement parce qu'il avait beaucoup d'argent et il téléphone à son gendre de député pour lui dire « Ah, tu sais, hein, le prof de mon fils... » Alors, c'est un crétin parfait, le fils, il n'étudie pas, il est bête, en plus de ça. Et tu ne pourrais pas déplacer son prof. Et le député l'envoie à Oran, en Algérie. Alors parce qu'il disait, le prof disait les 4 vérités en disant « Votre fils n'étudie pas, il n'est pas très malin, etc. » Il disait peut-être pas très malin, mais en tout cas, il n'étudie pas. Hein, et voilà. Et le crémier, voilà, il l'envoie là-bas. Enfin, le député l'envoie là-bas. Tout ça parce qu'il s'est fait un ennemi. Donc, tout ceci pour vous expliquer que c'est dans la même veine hein, des paroles que Platon met dans la bouche de Socrate dans son Apologie. Alors, la conclusion, on arrive à la conclusion. Hein, je n'ai plus de place pour l'écrire au tableau, donc je vais essayer de sortir ça maintenant devant vous, avant de montrer quelques livres. Hein. Alors, la conclusion. Alors, je dirais c'est une double conclusion. C'est la conclusion de la démonstration faite au tableau, mais c'est aussi la conclusion de mon cours de philosophie, puisque c'est le dernier cours de philosophie que nous avons ensemble. Et c'est que la philosophie, elle sert essentiellement à nous rendre autonomes, intellectuellement parlant. Le rôle de la philosophie est justement de nous apprendre, grâce à la lecture des philosophes, donc des grands auteurs que j'ai abondamment cités dans le cadre de ce cours. Donc, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase maintenant. Oui, apprendre, donc à raisonner. Et ensuite, à argumenter de manière logique et rationnelle. Souvenez-vous de la définition que j'ai pu vous donner dans le cadre du premier cours de philosophie au mois de février. Donc, méthodiquement, à partir d'un problème posé. Donc, la philosophie, ce n'est évidemment pas le café du commerce, même s'il y a de plus en plus de cafés philo qui se fleurissent un petit peu partout. La philosophie est vraiment une discipline dont la méthode est rationnelle, scientifique. Ce n'est pas parler de tout et de n'importe quoi, n'importe comment. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parler de tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et être autonome, ça nécessite du travail préalable. Ça nécessite du travail. Mais le travail, contrairement à ce que laisse entendre son étymologie, parce que le travail c'est un instrument, le tripalium c'est en fait un instrument de torture, hein, ça va? Eh bien, contrairement à ce que son étymologie laisse entendre, le travail a quelque chose d'épanouissant. S'il conduit à l'émancipation, évidemment, de la pensée. C'est grâce au travail que nous nous transformons et que nous pouvons transformer le monde qui nous entoure. Vous remarquerez que dans le cadre de mon cours de philosophie, j'ai évoqué un certain nombre d'auteurs
dont vous pensez bien qu'ils me sont certains familiers et auxquels j'accorde même ma préférence pour comprendre le monde dans lequel je suis. Il me paraît très difficile et dommage de pouvoir comprendre la société dans laquelle nous vivons si vous ne lisez pas quelques grands auteurs qui vous permettent de démonter véritablement les mécanismes. Ils nous aident. Alors évidemment, ces auteurs, il ne faut pas les prendre de manière dogmatique. Ça, ce serait le contraire de la thèse auquel j'aboutis dans le cadre de cet exposé. Ce serait du dogmatisme. Ce serait reconstruire une nouvelle église, si vous voulez, hein, ou une nouvelle synagogue, ou un parti, si vous voulez. C'est évidemment pas ça, l'objectif de la philosophie. Mais quand même, il y a des auteurs qui nous aident. Je dis bien qu'ils nous aident. Ils ne nous apportent pas des réponses toutes faites. Eux ont peut-être des réponses toutes faites. Mais vous, quand vous les lisez, ça doit vous aider à penser. Ça doit vous aider à penser. Comment, lorsque vous vous trouvez devant une classe difficile, comment voulez-vous essayer de vous détacher de l'angoisse que vous ressentez devant des adolescents de 12, 13, 14 ans, si vous-même, vous ne vous rendez pas compte, vous revivez en écho ce que vous-même vous avez pu vivre en étant vous-même adolescent. Souvent, quand un professeur est angoissé, surtout en début de carrière, mais c'est parce qu'il voit devant lui des adolescents qui sont, vous savez, quand on est adolescent, on est un peu fou. Hein? Mais oui, aux yeux des adultes, on a un comportement irrationnel, puisque l'adolescent, il se cherche, il quitte l'enfance, il n'est pas encore adulte, donc il joue à l'adulte à certains moments, tout en étant encore enfant par d'autres aspects. Donc, et le professeur joue souvent le rôle de substitut du père ou de la mère. C'est inévitable. Comment voulez-vous faire autrement? Donc, si l'on ne comprend pas, par exemple, le complexe édipien, eh bien, vous risquez d'être dans la panade. Même chose pour la pensée marxiste, même chose pour la pensée foucaldienne. Si vous n'avez jamais été dans une grève, voire des travailleurs qui sont en train de se battre pour l'amélioration de leurs conditions de travail, et si vous n'avez pas lu un certain nombre d'auteurs nécessaires, je dis Marx parce que ça me semble, ça reste un grand auteur, que l'on soit pour ou contre lui, il faut d'abord le lire, avant d'être pour ou contre, hein. Sinon vous êtes dans les préjugés. Eh bien, ça vous donne des outils. Ça vous donne des outils. Je vous ai parlé de Michel Foucault à un certain moment, hein, entre autres surveiller, punir. Eh bien, moi, c'est vrai que dans ma vie, ça m'aide, sa notion d'épistémè. Vous voyez, donc, ce sont tous des outils. Alors, évidemment, ce n'est pas la panacée universelle, mais ce sont des outils qui aident à penser. Je pense plus facilement, et donc, je me sens plus libre, parce que je les ai lus, mais aussi parce que j'ai mis en lien ces lectures avec des expériences personnelles. Sinon, on est dans la pure intellection, et à ce moment-là, on est dans l'idéalisme platonicien, on est bien d'accord, on est complètement déconnecté de la réalité. Voilà. Bon, telle est ma conclusion. Je voudrais peut-être vous montrer quelques ouvrages qui me paraîtront utiles qui devraient vous être utiles pour approfondir le sujet d'aujourd'hui. Je vous demanderai de ne pas faire de bruit pour ne pas parasiter la caméra, le micro. Alors, d'Arnaud et Nicole, entre 1660 et 1680, ce sont donc des contemporains de Louis XIV, ils publient La logique ou l'art de penser. Ça a été publié ici dans l'édition Garnier-Flammarion. Alors, cet ouvrage, en fait, a servi de base, je dirais, à l'éducation des élites jusqu'au XIXe siècle. On trouve dans ce livre, qui a donc maintenant, vous avez bien calculé, plus de 3 siècles et demi,
hein, il est question de l'idée de représentation, du jugement, du raisonnement, de la méthode. Je vous le conseille vivement. Alors, Fontenelle, un auteur, vous vous souvenez que je vous en ai parlé de Fontenelle? Alors, Fontenelle a publié une histoire des oracles, c'est cet auteur qui vit centenaire, je le rappelle, hein, qui naît en 1651, donc avant l'accession au pouvoir de Louis XIV, hein, son avènement en 1661, et qui meurt au milieu du règne de Louis XV en 1751. Donc il vit 100 ans. Ben, Fontenelle, alors évidemment c'est une photo de lui avec un turban quand il est vraiment très vieux, a écrit une histoire des oracles, collection ici 10-18. Et cette histoire des oracles est en fait rien d'autre qu'un pamphlet pour dénoncer toutes les superstitions de son époque. Alors de Pierre Bayle, que j'ai pu vous citer aussi, qui a écrit en 1697 un dictionnaire historique et critique, et dont vous avez ici un abrégé, publié par Alain Niders au Classique du Peuple. Donc dans cet ouvrage, il a démonté toute une série de préjugés que l'on pouvait avoir à son époque. C'est aussi un contemporain de Louis XIV. Alors David Hume, Enquête sur l'entendement humain, un auteur écossais, très important, un ancêtre de la psychologie moderne. Alors David Hume, vous savez, il a sa statue devant l'université d'Édimbourg, et les étudiants, dans la période qui est la vôtre pour l'instant, c'est-à-dire période de préparation des examens, vont caresser, frotter son gros orteil, parce que la statue devant l'université, il paraît que ça porte chance, un petit peu comme la statue de Tserclas qui se trouve près de la Grande Place. Alors, de Martin Heidegger, qu'appelle-t-on penser? Presse universitaire de France. Je n'ai pas eu l'occasion de traiter Heidegger cette année-ci, mais j'en ai fait un DVD pour ceux qui s'intéressent. J'ai fait une leçon sur lui l'année passée. Alors, d'Alexandre Coiré, Réflexion sur le mensonge, aux éditions Alia. De Hannah Arendt, la grande philosophe politique américaine du XXe siècle, du mensonge à la violence, en presse coquette. Alors, maintenant, dans le domaine des sciences, puisqu'il y a quand même des mathématiciens et des scientifiques parmi vous, d'Henri Poincaré, hein, donc de la même famille que Raymond Poincaré, qui était président de la République française pendant la Première Guerre mondiale, La science et l'hypothèse, chez Flammarion. Alors, de Gaston Bachelard, un grand philosophe qui travaillait au poste et puis qui a très tardivement fait des études, il est devenu professeur à la Sorbonne, La formation de l'esprit scientifique, publié chez Vrin. Je sais que c'est un Bachelard souvent cité par les professeurs de psychopédagogie parce que c'est lui qui a dit que la science ne progresse que par erreur, en fait, et c'est lui qui a mis en évidence la notion d'obstacle épistémologique. Je suppose que vos professeurs vous en parleront à un moment donné. Alors, Louis Althusser, qui lui est un grand théoricien marxiste, qui vivait, c'était un des gourous, un des maîtres à penser de la jeunesse en France dans les années 60, donc à l'époque de mai 68, et qui était professeur à l'école normale supérieure rue d'Ulm à Paris. Philosophie et philosophie spontanée des sciences, c'est en fait un ensemble de leçons qu'il a proposé à présenter à Normal Sup en 1967. Alors, de Kuhn, Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Alors là, il étudie également le problème du préjugé et du saut d'obstacle dans le cas des révolutions scientifiques. Oppenheimer, qui est le père de la bombe atomique, a écrit un ouvrage « La science et le bon sens » en NRF Gallimard, collection ID. En fait, c'est une histoire de la physique. Alors, un grand spécialiste de la physique atomique et surtout de la physique quantique, de Werner Heisenberg, Physique et philosophie, chez Albin Michel. Alors, Schopenhauer, contre la philosophie universitaire. Il va tout à fait dans le sens, c'est dans la collection Rivage Poche, ça vient de paraître l'an dernier, et il va tout à fait dans le sens de Nietzsche.
il considère qu'effectivement les professeurs d'université, les professeurs de philosophie à l'université ne font rien d'autre qu'habiller des vérités qui leur sont propres sous la couverture de la vérité avec un grand V. Alors d'Isabelle Stengers, qui est philosophe, professeur à l'université de Bruxelles maintenant, l'invention des sciences modernes, où elle montre l'importance justement des préjugés et du phénomène de croyance dans les sciences modernes. Donc c'est publié à la découverte. Du même auteur, Science et pouvoir, faut-il en avoir peur? Donc chez Laborde. De la même et de Judith Schlanger, les concepts scientifiques en folio. Alors, de Pierre Dalet, le libre examen, la vie d'un principe. C'est en fait un principe qui se trouve c'est publié à l'Espace de Liberté, c'est en fait le principe qui se trouve, c'est l'article numéro 1 des statuts de l'Université libre de Bruxelles, c'est le refus de l'argument d'autorité, et le libre examen, évidemment, est une méthode qui, au premier chef, essaye de dénoncer toutes les formes de préjugés, justement, pour repartir comme des cartes sur des bases neuves. Alors, je vais vous montrer le dernier numéro de la revue Sciences Humaines, mai-juin 2011, donc ça vient de paraître. Il est consacré à quoi pensent les philosophes. Alors, puisque nous sommes à une époque où on utilise beaucoup les moyens de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, je crois que rien de tel pour s'initier à la philosophie que d'écouter des philosophes, ou des gens qui lisent en tout cas des textes. Marc Aurèle, vous pensez bien que c'est un empereur qui a régné entre 160 et 180 de notre ère, vous pensez bien que ce n'est pas lui qui le lit. Alors il dit, c'est lu par Jacques Gamblin. Ce sont les pensées à moi-même. C'est ce fameux livre qu'il a publié en grec, c'est cet empereur philosophe, vous savez, qui était étouffé par Commode au début du film Gladiator. Hein, voilà. Publié aux éditions Frémaux, comme plusieurs des CD que je vais vous montrer maintenant. Les pensées de Pascal, lu par Michel Duchossois, c'est un acteur célèbre. Alors Pascal est contemporain de Louis XIV, de Louis XIII et de Louis XIV. Des jansénistes. Alors, il existe une très belle anthologie sonore de la poésie française par les philosophes du XXe siècle. Alors, il y a 6 CD. Ici, j'ai le CD 3 et CD 4, Corbin, Deleuze, De Santi, Foucault, Gilson, Yankelevitch, Coiré. En fait, dans cette série-ci, ce sont des extraits de conférences prononcées par des grands philosophes. Et alors, il y a des philosophes dont on a gardé quelques conférences, on a même des textes, même Bergson, qui est un philosophe d'avant la Deuxième Guerre mondiale, on a gardé des enregistrements de lui, on en a de Gaston Bachelard, c'est assez émouvant de les écouter, donc ce sont des enregistrements en live, si je puis dire. Alors de Bergson aussi, Essai sur les données de la conscience, etc., ce sont des textes lus par 3 grands interprètes que connaissent certainement les étudiants en français ici. C'est lu par Jean Villard, vous connaissez le théâtre Jean Villard à Louvain-la-Neuve, c'est également lu également par Jean-Louis Barrault et Pierre Lamy. Tout ça aux éditions Frémaux. Alors, Vladimir Yankelevitch, qui était professeur à la Sorbonne, mais aussi qui a enseigné à l'Université de Bruxelles, hein, alors là, ce sont ses cours. Il parle extrêmement vite, mais c'est extrêmement brillant. Donc, ce sont des auteurs qu'on doit réécouter plusieurs fois. Hein. Le même texte, vous le réécoutez, puis une semaine après, et voilà, vous imprégnez de sa pensée, c'est très gai, vous savez. Alors, Les mots de Jean-Paul Sartre, aux éditions Naïve Livre. Alors, Les mots, en fait, c'est l'autobiographie de Jean-Paul Sartre. C'est très bien écrit, hein, vous savez que Sartre est un grand écrivain. De Jacques Derrida, Circonfession. Alors là, il joue évidemment sur les mots, il y a eu le même livre. Circoncision et en même temps circonfession. Hein, c'est un amalgame des deux. Alors, de Gilles Deleuze, qui avait un grand succès à Paris, à Vincennes ou à Jussieu, je ne sais plus, à Paris, Spinoza, Immortalité, Éternité, Gallimard. C'était un gourou des années 60. Leibniz, Âme et damnation. Du même, il y en a 6 CD, Cinéma. Alors, je vous ai apporté le 1, L'intuition de Bergson.
L'abécédaire de Gilles Deleuze, avec Claire Parner, en fait c'est un abécédaire, donc il reprend toute une série de notions importantes, de la lettre A à la lettre Z, sur sa philosophie. On le voit d'ailleurs ici, entouré par ses élèves dans son séminaire. C'est un séminaire tout à fait enfumé, c'était à la mode à l'époque d'être serré autour du maître et tout le monde fumait dans la salle. Alors, René Girard, La violence et le sacré. Il a près de 90 ans maintenant, il était professeur aux États-Unis et il expose une thèse très intéressante sur les fondements, le contrat social de notre société qui remonte au sacrifice primordial, et il remet en évidence l'importance du christianisme. Et enfin, de Jules Ferry, une histoire de la philosophie, apprendre à vivre, traité de philosophie en 4 CD. Alors le premier CD, c'est la philosophie grecque, la victoire du christianisme, le CD2, la naissance de l'humanisme, le 3, Nietzsche et l'avènement de la postmodernité, et 4e CD, la philosophie contemporaine, tout cela édité chez Frémaux. J'ai dit.